Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver en cette journée dominicale. Bienvenue à votre rubrique L'Hebdo des éditorialistes, une composante importante, bien évidemment, de votre émission Dimanche, c'est politique. Aujourd'hui, avec les confrères en studio, nous allons pouvoir aborder trois sujets relevant de l'actualité nationale. Le premier a trait donc à cette traduction devant la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme du mineur, qui de l'éducation au patriotisme et au respect des institutions. Vous avez certainement suivi ce mineur qui a écrit sur le président de la République. Il a été traduit pour diffamation. Qu'est-ce que les confrères en pensent? Et donc, nous en parlerons. Menace sur la vie de l'ancien président de la République, Boni Yayi. Et donc, nous allons en parler, aborder quelques contours liés à cette actualité. Nous allons finir par le nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias, quel usage attendu des professionnels des médias. Et nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir des professionnels des médias avec nous. Je voudrais vous présenter mon premier invité. Il a nom c'est Anselme Atemi. Il est journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour Romiad, bonjour aux téléspectateurs de E-Télé. Vous allez bien? Très bien. Merci pour la disponibilité. Prosper Bondiankor, il est professionnel des médias et nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous. Prosper, bonjour. Bonjour Romiad et bonjour aux amis téléspectateurs de E-Télé. Le plaisir est pour nous de partager cette matinée avec vous. Tout à fait. Merci beaucoup pour la disponibilité. À vos côtés, nous avons donc Abel Dako. Il est correspondant de FM Liberté. Il partage également ce plateau avec nous. Bonjour Abel. Bonjour Romiad, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Je reste avec vous. La première question. Ce mineur qui a été donc traduit devant la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme, quand vous suivez cette actualité, vous l'avez appris, vous l'avez lu, vous l'avez suivi certainement. Abel Dako, quelle appréhension vous avez eue quand vous avez quand même d'abord découvert l'acte qu'a posé ce mineur et puis après les excuses publiques? J'ai trouvé que c'est un jeune homme très curieux, très audacieux et à la limite, je me suis dit, excusez l'expression, il doit avoir des couilles ce jeune homme. Mais très rapidement, j'ai désenchanté parce que j'ai compris que en réalité, c'est un jeune homme qui a voulu s'amuser un peu. Il n'a pas mesuré tous les contours de son comportement, de son acte, l'acte qu'il posait à travers donc ses publications, à travers cette déduction qu'il a faite jusqu'à aboutir au président de la République, sur qui il a écrit ce qu'il a écrit. Et donc, ce qui a suivi, c'est qu'il s'est retrouvé devant les juges à la criette et il s'est confondu en excuses. Voilà, c'est Anselme Atemi. Pour moi, sur la question, quand j'ai vu, je prendrais de ce que disait tout à l'heure Abel Dako. Abel, l'audace. Et puis, au-delà de l'audace, je trouve également que ce jeune homme a manqué de mesure et de retenue. Parce que il faut de la tenue et de la retenue quand on fait certaines choses par rapport à certaines institutions. Le jeune homme, ce qu'il a dit sur la première autorité du pays, qui est également une institution du pays, est très audacieux et je dirais même à la limite, c'est déplacé. Donc, sur un chef de l'État, sur une autorité du gouvernement, sur une autorité étatique, on ne dit pas certaines choses. Je suis heureux de l'issue, même si, bon, sur un autre regard, j'ai comme l'impression qu'il y a une certaine orchestration. Je vais peut-être dans la suite de ce débat pouvoir faire l'analyse sur deux volets. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a une certaine orchestration, mais je suis heureux de l'issue parce que c'est un jeune homme qui est en train de préparer un DTI. Il faut pouvoir lui laisser la chance de pouvoir composer et réussir également et pouvoir, je ne sais pas, que ceci puisse servir de leçon aux autres. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas su se retenir par rapport à un certain élan, à une certaine émotion. Mais si cela peut servir de leçon aux autres pour qu'ils puissent mieux se corriger, ce serait davantage bon pour, je vais dire, la morale et l'éthique dans le rang de la jeunesse de notre pays. Très bien. Prosper, votre regard sommaire? J'avoue que c'est la toute première fois que j'ai
entendu un truc comme ça venant d'un enfant, l'erreur qu'il a commise, sinon que des enfants sont tout le temps en conflit avec la loi dans le pays. Mais le contenu de la faute de l'enfant, c'est une première. Et je me suis dit, c'est évidemment la conséquence des réseaux sociaux aujourd'hui qui envahissent jour après jour nos vies. Les enfants ne savent plus, même les adultes, les réseaux sociaux, mine de rien, vous tombez dans des travers, vous-même, vous ne mesurez pas l'ampleur. Parce que quand ça va, ça ne se retire pas aussi facilement. Donc, parfois, vous faites des choses avec les réseaux sociaux, vous ne vous rendez même pas compte. Aujourd'hui, n'importe qui peut prendre son téléphone portable et se filmer sur les réseaux comme TikTok pour parler de ce qu'il veut et après, la vie continue. Je trouve, ma foi, que c'est la conséquence des réseaux sociaux et il va falloir rééduquer les enfants à cela. Un enfant ne sait peut-être pas ce qu'il fait avec les réseaux sociaux, mais là, à parler de l'autorité étatique de cette façon, est-ce qu'il sait de quoi il parlait? Est-ce qu'il maîtrise vraiment le contenu de son acte? Je me dis non. Donc là, il faut rééduquer les enfants à la maison. Ça se fait, hein. Les réseaux sociaux sont en train de prendre le dessus. Les parents ne s'en sortent plus du tout parce que là, il faut joindre 2 choses ou 3 choses pratiquement, aller chercher les moyens pour prendre soin de ses enfants, pour ses propres besoins et pour... Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Voilà, donc les enfants sont laissés à eux-mêmes. Et donc, bonjour les dégâts. Je pense qu'il y a un problème d'éducation. La dernière fois, on parlait de formation des formateurs au niveau de nos écoles. Il faut intégrer les réseaux sociaux aujourd'hui. Je pense que oublier les réseaux sociaux, on va beau tout faire, mais l'éducation des enfants, ça va rester quelque chose. Le problème qui se pose avec cet enfant en conflit avec la loi aujourd'hui, je pense que c'est le problème des réseaux sociaux. C'est le comportement des enfants aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Les parents se permettent d'acheter des téléphones à leurs enfants parce que, bon, on a les moyens, parce qu'on veut, voilà, être en contact avec la maison de toutes les façons. Mais on ne sait pas ce que les enfants font avec les téléphones. Je pense que l'éducation doit être aujourd'hui, on doit intégrer aujourd'hui les réseaux sociaux dans l'éducation qu'on donne aux enfants. Avec cette actualité, cela pose véritablement un problème. L'éducation qui doit être administrée donc aux enfants, même si aujourd'hui nous avons les médias sociaux. C'est Antoine de Saint-Exupéry, qui disait que, je le cite, il y a 3 sortes d'éducation que nous recevons. Il y a celle que nous donnent nos parents, il y a celle que nous donne l'école et il y a celle que nous donne la rue. Fin de citation. Par rapport à ce garçon, donc vous convenez avec moi que c'est l'éducation de la rue. Donc, autrement dit, pour me replacer dans les propos d'Antoine de Saint-Exupéry, c'est l'éducation de la rue qui a pris les pas et sur l'éducation que les parents ont donnée, l'éducation que l'école ne cesse de donner à ce jeune homme et à tous ces jeunes hommes comme lui qui pensent qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un téléphone intelligent depuis votre salon, depuis votre coin, depuis n'importe où vous trouvez, vous pouvez écrire n'importe quoi sur n'importe qui et dans n'importe quel style, parce qu'il faut voir le style dans lequel ce jeune homme a écrit. Deuxièmement, c'est un jeune homme qui, et quand vous le voyez à la cour, j'ai bien suivi, quand vous le voyez, c'est un jeune homme qui, déjà parti de son interpellation, a compris tout de suite la gravité de ce qu'il écrivait et de l'acte qu'il a posé, ce qui n'était pas fait en amont. Et donc, il y a cette facilité-là d'accès à Internet aujourd'hui qui fait que on se dit, bon, écoutez, je peux tout écrire. Le deuxième facteur qu'il ne faut pas du tout négliger, c'est le suivisme. Alors, tel ami a écrit sur telle personne, ça n'a rien donné comme conséquence négative, et donc je peux le faire. Et moi, pour le faire, il faut que je lui montre que... Parfois, c'est viral. Il faut que je lui prouve que, bon, moi, je peux écrire au-delà de ce que lui il a écrit et rien ne se passera. Il ne savait pas qu'en écrivant sur Patrice Talon, c'est sur une institution qu'il écrivait. Ce qui, de mon point de vue, ce que j'ai pu retenir, parce qu'il ne faut pas parler en termes d'enfant, certes, il n'a pas encore 18 ans, il est en conflit avec la loi, mais au-delà donc de tous ces aspects, remarquons-le, c'est un jeune homme qui va passer le DTI. C'est le 2e diplôme professionnel dans les lycées professionnels au Bénin, parce qu'il a déjà obtenu le CAP. Et donc, c'est quelqu'un qui, dès l'année prochaine, s'il le souhaite déjà, dès qu'il va obtenir ce diplôme-là, il peut aller sur le marché de l'emploi. Et donc, ce n'est plus forcément un enfant, si on s'en tient à son âge, certes, il est un enfant, mais au-delà de ce fait-là, c'est quelqu'un qui peut être employable d'ici le mois de juillet, tout au moins, sinon le mois d'août. Et donc,
c'est quelqu'un, il n'a pas su mesurer la gravité des propos qu'il a posés, mais au-delà de ce fait-là, je pense que le message que la Cour a voulu faire passer à tous ces jeunes, à travers le jeune homme, c'est que, attention, tout n'est pas consommable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire sur n'importe qui, on ne peut pas écrire n'importe quoi, et on ne peut pas écrire parce qu'on a accès donc, à un téléphone intelligent, on a accès à Internet à moindre coût, et donc on peut écrire n'importe quoi. Parce que vous l'aurez remarqué, il a dit, je présente mes excuses au président de la République, et je passe par ce biais pour dire à tous les jeunes hommes de mon âge que, attention, on ne peut pas écrire n'importe quoi. Oui. On est en train de parler de la plus haute institution de la République. Est-ce que ça ne manque pas aujourd'hui l'éducation au patriotisme? Je dirais oui. Oui, cette éducation manque, non pas seulement au niveau de l'école, mais cette éducation manque également au niveau des maisons. Je ne connais pas beaucoup de foyers, de familles dans lesquelles les parents ont le loisir et l'aimabilité de pouvoir éduquer les enfants au patriotisme. Leur apprendre que ce qui est du pays est cher. Que d'abord même le pays est la chose la plus chère au monde après Dieu. D'accord? Je ne connais pas beaucoup de familles qui le font. Et ça, c'est déjà dommage. Je suis de ceux qui pensent que ce que nous avions par le passé appris de l'école, des parents, n'est pas ce qui est aujourd'hui appris de l'école et des parents par nos enfants ou les progénitures qui arrivent aujourd'hui. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a un problème. Les enfants aujourd'hui, entre 7 ans et même 18 ans, 20 ans, ne sont pas capables aujourd'hui de vous définir ce que c'est que le patriotisme. Ils sont même pas capables de vous définir ce que c'est que la patrie, avant même de vous dire ce que c'est que le patriotisme. Parce que je fais partie de ceux qui pensent également que le patriotisme est plus fort que la patrie. C'est vrai que l'un vient de l'autre, mais il faut nourrir le patriotisme pour pouvoir mieux chérir ce que c'est que la patrie. Qu'est-ce qu'on met Parce que cela demande de l'engagement, de la défense. Exactement, un engagement personnel. Un engagement totalement personnel et pouvoir se définir des leitmotifs par rapport à son pays, par rapport à sa patrie, par rapport à tout ce qui est bien qui vient de nous, qui vient de notre pays et de tout le reste. Et je n'ai pas envie de jeter la pierre à l'école, aux décideurs de l'école et tout le reste, mais je voudrais juste que les uns et les autres, décideurs soient-ils, à quel niveau qu'ils soient, qu'ils puissent mieux réfléchir à comment faire. Je pense à la méthodologie. Comment faire pour que nos enfants puissent mieux apprendre du patriotisme, de ce que c'est que le civisme et mieux la mettre en application. Je suis sûr que cet enfant, jusqu'au moment où il se retrouve devant les tribunaux, ne savait pas que le chef de l'État équivaut, légalement et directement à ce qu'est la patrie, le Bénin et la nation béninoise. Très bien. Prosper, vous vouliez... Voilà. Quand j'ai suivi l'actualité, j'ai automatiquement cessé d'accuser les 3 niveaux d'éducation, à savoir l'école, la maison et la rue. J'ai cessé d'accuser la rue dans ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, le patriotisme, ce n'est pas à enseigner qu'aux enfants, c'est à enseigner à tout le monde. Parce que les adultes, des personnes âgées ne savent pas aujourd'hui qu'un enfant appartient d'abord à la société avant de lui appartenir. Aujourd'hui, vous n'avez plus la possibilité de parler à l'enfant du voisin. Vous n'avez pas la possibilité de dire quelque chose aujourd'hui à l'enfant du voisin. En matière d'éducation, vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui, sinon vous allez avoir les parents au dos. Donc, il faut que nous réintégrions le fait que le patriotisme, c'est d'abord les grandes personnes qui doivent se l'approprier, se dire, bon, ça passe par l'éducation qu'on va donner à un enfant. Un enfant, c'est le citoyen de demain. C'est l'homme qui va continuer ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, il faut bien le former. Je pense que l'éducation, la rue, d'accord, mais si rien n'est fait à ce que l'enfant redevienne pour toute une société, nous serons devant le fait accompli tout le temps à parler d'un enfant qui aurait commis telle erreur, telle erreur, telle erreur. Il faut éduquer les grandes personnes au patriotisme beaucoup, parce qu'aujourd'hui, ça manque à tous les niveaux. Ce que vous faites, l'enfant va faire ça demain devant vous. Ce que vous faites devant lui aujourd'hui, demain, il va faire ça devant vous. Donc, il faut éduquer les grandes personnes au patriotisme. L'autre chose qu'il faut relever aussi quand... C'est-à-dire que cet enfant, ce mineur-là, il a vu les adultes écrire du n'importe quoi. C'est pourquoi il a fait. Il n'y a pas autre explication. Il sait
à côté des grandes personnes, qu'on peut insulter une grande personne d'abord. Parce que les grandes personnes insultent les grandes personnes à côté de lui. Il sait que c'est possible, qu'on peut mal parler à quelqu'un plus âgé que soi sans que rien ne se passe. Deuxième chose, aujourd'hui, je pense que c'est monnaie courante. Dans toutes les maisons, les débats se font avec les enfants à côté, que non, le président fait ci, le pays est mal géré, les parents ont fait ici, et tous ces débats se font devant les enfants. Les enfants, aujourd'hui, si l'enfant là a pu parler du chef de l'État de cette façon, c'est que à côté, quelqu'un lui dit, il entend tous les jours que Dieu fait que si aujourd'hui, il ne mange pas 10 000 par jour, il ne mange pas 20 000 par jour, c'est à cause du président. On ne dit même pas que c'est à cause de quelle situation. Non, on lui dit que c'est à cause du président qu'aujourd'hui, il ne peut pas aller à l'école à tel niveau, il ne peut pas manger ce qu'il veut. Donc, l'enfant sait qu'il y a quelqu'un au sommet qui dirige et qu'on peut lui dire ce qu'on veut et rien ne va se passer. Parce qu'à côté, on dit ce qu'on veut au président sans que rien ne se passe. Donc, il n'a pas mesuré le fait d'écrire, le fait de parler, le fait d'amener ce qu'on veut dire à tel ou tel niveau. Il n'a pas mesuré ça. Abel Bako, on a quand même déjà vu, il est aisé de constater que il y a des adultes qui dégradent un peu l'image du pays ou qui jettent du discrédit sur les institutions de la République. Est-ce que ce n'est pas l'exemple que nous donnons aux enfants? C'est l'exemple que nous donnons aux enfants. Ils nous voient faire et puis à leur tour, ils reproduisent. Évidemment, ils reproduisent en ajoutant leur propre partition. Qu'est-ce que vous voulez? Mais je pense qu'au-delà de tout ce qui a été évoqué, de tous les aspects qui ont été évoqués, et même le fait que l'institution qu'est le président de la République, avec donc tout ce qu'on entend, tout ce qui se dit, je pense qu'il faut de la retenue en tout. Cet atelier. Juste dire deux choses. La première, c'est que, au-delà de tout, je pense qu'il est temps qu'on puisse œuvrer pour une veille à la citoyenneté. Une veille et une éducation, non seulement au civisme, à la citoyenneté, mais également au patriotisme. Je ne sais pas quels sont les canaux qui doivent être utilisés, mais je voudrais que les canaux digitaux puissent être impliqués dans cette veille-là. En fait, quand vous dites qui doit le faire? Les partis politiques, qui? Les institutions? J'en viens. Quand le problème est arrivé, qui a géré? Ce sont les institutions de l'État. On devrait pouvoir, je ne sais pas, insérer un programme ou l'exiger de sorte à ce que nous puissions peut-être avoir, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un mois de la citoyenneté ou un mois du patriotisme. Choisissez le mois que vous voudrez, mais sur ce mois-là, tous les médias traditionnels, tous les canaux digitaux de notre pays doivent être envahis par des messages au civisme, à la citoyenneté, au patriotisme. Je voudrais et que cela puisse se faire. Ça va aider, ça va corriger à ce que de telles choses ne puissent plus se faire. Première chose que je voudrais suggérer. La seconde, c'est on a longtemps discuté de ce que les grandes personnes font à côté des petites personnes, c'est vrai. On devrait de plus en plus faire attention à ce que nous disons. Et on devrait de plus en plus faire attention à ce que, quand nous devons aborder certains sujets, comme cela se faisait de notre époque, et je pense que je suis de l'époque de certaines personnes, non pas seulement celles qui sont en face de moi, mais également celles qui sont en train de nous regarder chez elles. À cette époque-là, quand il devrait être discuté certains sujets, les petits devraient quitter la pièce ou la salle. On nous demandait parfois même de nous retirer ou exprès on commandait quelque chose à quelqu'un parce que des sujets délicats devraient être discutés. Mais aujourd'hui, tout se fait devant tout le monde, comme si tous avaient accès à ces genres de discussions-là. Donc, j'inviterai premièrement l'État et tous les décideurs qui doivent le faire à pouvoir penser au mois du patriotisme, de la citoyenneté et tout le reste. Demander ensuite aux parents de faire en sorte que l'ancienne corde puisse être bien gardée afin que la nouvelle puisse être tissée à son tour. Très bien. Chers confrères, avant quand même d'aborder le deuxième sujet, je voudrais, quel devrait être le rôle des partis politiques quand nous avons eu quand même cette interpellation de ce milieu devant la criette? Je ne sais pas si je me trompe. Est-ce que des partis politiques se sont offusqués du fait qu'on ait traité, par exemple, une institution, la plus haute institution du pays, je ne vais pas rappeler ici. Est-ce que le silence des partis politiques n'inquiète pas? Excusez-moi, moi je pense que les partis politiques sont faits pour animer la vie politique. C'est vrai, c'est un sujet qui touche
notre pays à nous, c'est un sujet qui touche tout le monde, mais je n'ai pas souvent aimé quand on se saisit de tout pour se faire voir, quand on tombe sur tout ce qui bouge et puis on veut se faire montrer. Vous leur demandez de venir, que chacun viendra faire son numéro, chacun viendra dire ce que lui veut. Je ne veux pas que tous les sujets soient politisés, qu'on se saisisse de tout dans le pays, qu'on profite de tout pour montrer. Qu'une institution de la République, les partis politiques sont faits pour animer la vie politique. Les partis politiques font les institutions. Les partis politiques permettent aux institutions d'exister de la plus belle des manières. Mais quitte à se saisir de tous les sujets, ce que vous dites est un sujet de la justice. Et les partis politiques ne sont pas, en parenthèse, amenés à critiquer le fonctionnement de la justice d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense que c'est un sujet qui est passé devant la justice. On a réglé, c'est bon. Le message est allé à qui de droit, qui sont les parents, de moins en moins, aujourd'hui, bien matures. Je m'excuse de le dire, mais aujourd'hui, tout le monde est parent. Je ne sais pas ce que c'était hier, parce que je suis de la génération d'aujourd'hui, mais tout le monde est parent aujourd'hui. Donc, le message pour moi, ce n'est pas quelque chose sur... Donc, le silence est parti. Non, moi, je ne veux pas les voir sauter sur toutes les occasions, parce que quelque part, pour moi, ils ont leur rôle, un peu entre parenthèses, qui constitue l'animation de la vie politique nationale, qui constitue le débat au sein des institutions, c'est-à-dire contrôler ou agir de façon à ce que le pays fonctionne bien. Si vous leur donnez l'occasion de sauter sur ces petites occasions, vous les verrez partout. Et on est en train de parler tout de même. D'accord, on est quand même peut-être plus prospère. On est en train de parler d'une institution de la République. Les partis politiques, ils ne sont pas appelés pour pouvoir jeter du discrédit sur le fonctionnement de la justice. Mais là, on est en train de parler du président de la République qui a été insulté. Quand j'écoute mon cher ami Prosper, j'ai envie de lui demander, est-ce que c'est quand ce jeune homme va être homme politique qui va être éduqué? Non, l'éducation, je pense qu'il a déjà... C'est une question. Sérieusement, c'est l'occasion pour... de plus en plus, les partis politiques ont des directions d'écoles politiques. Exactement. Donc, ces écoles doivent saisir ces opportunités, ces occasions-là, justement pour éduquer les jeunes. Parce que ce jeune homme deviendra demain un adulte, deviendra demain un cadre, disons-le comme ça, un cadre. Et donc, plus tard, il va être homme politique sans nul doute, mais toujours est-il qu'il a besoin d'être éduqué. Les écoles politiques des partis politiques doivent s'impliquer dans de pareilles situations, dans de pareils faits, pour permettre aux jeunes de comprendre et de distinguer nettement ce qu'on attend d'eux. C'est important. On ne dit pas que oui, ou tel parti politique va dire oui, le jeune homme a bien fait. On ne devrait pas, tel parti devrait dire ah non, jamais n'a pas bien fait. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais c'est plutôt se saisir de cette opportunité-là pour éduquer les jeunes justement au patriotisme, au respect donc, des institutions, au respect des institutions. C'est très important. Je n'ai pas partagé l'avis de mon très cher ami Prosper tout à l'heure parce que je trouve que c'est une belle occasion que les partis politiques ont raté de pouvoir intervenir. Ils sont partis politiques, vous dites qu'ils animent la vie politique. C'est pour pouvoir demain accéder aux fonctions la plus désirée, la plus étatique soit-elle, la plus belle. Mais si vous permettez que l'on puisse jeter de l'opprobre sur le chef de l'État aujourd'hui, ça veut dire que vous permettez que demain, si un des vôtres devient chef de l'État, que l'on puisse également jeter de l'opprobre sur lui. C'est une belle occasion qu'ils ont raté de pouvoir intervenir, de pouvoir faire des corrections. Il y a des écoles politiques au niveau des partis politiques aujourd'hui. Ils auraient pu pouvoir faire des interventions. Malheureusement, pour plus peu, ils font des interventions, mais pour une chose aussi importante, on ne fait pas, il n'y a aucune intervention. C'est passé sous silence exactement comme ça. Il y a bien des dossiers de justice sur lesquels des partis politiques interviennent. Je ne veux pas vous faire des rappels. Ils ont intervenu récemment sur plein de dossiers. Pourquoi n'ont-ils pas intervenu sur ça qui est encore plus important? Parce que cela concerne l'État entier, en fait. Donc, pour moi, ils auraient pu intervenir et leur silence est un peu coupable. Moi, je crains le fait que les gens puissent venir dire ce que nous savons déjà tous. Que les gens viennent faire un débat, que les gens profitent d'une occasion
pour faire un débat. Nous savons tous. Ça m'étonnerait. Nous connaissons tous ce sujet. Nous connaissons tous sa finalité. Nous savons que si le débat est fait jusqu'au bout, c'est pour dire l'enfant, oui, mais le travail retourne aux parents en matière d'éducation. Un enfant ne peut pas s'éduquer. On doit l'éduquer. Ce qui s'est passé, c'est un message à tout le monde. Et je pense que ceux qui doivent saisir ce message sont les parents, la société de façon générale. J'ai commencé par dire un enfant, oui, quelqu'un est son père, mais c'est l'enfant de toute une nation. C'est l'enfant de tout le monde d'ailleurs. Quand l'enfant là ne sera pas un bon enfant, c'est le monde entier, c'est tout le monde qui va en payer le prix. Quand c'est un bon enfant, c'est tout le monde qui va en profiter. Donc l'enfant, c'est pour la société, c'est un message. Vous demandez aux partis politiques d'arriver, oui, ils ont des écoles, qu'il aille éduquer les personnes adultes de leur école, qu'il aille éduquer les membres de leur parti pour que l'éducation donnée dans leurs écoles retourne dans les familles. Très bien. Sinon, qu'ils sautent sur ce sujet, ça va aller dans tous les sens parce que personne ne viendra dire que ce que l'enfant a fait, c'est pas que ce que l'enfant a fait, c'est bon. Donc, on sait que tout le monde va venir dire que ce que l'enfant a fait, c'est pas bien. L'enfant a dépassé les bornes, mais l'enfant a dépassé les bornes parce que quelque part, ça n'a pas tourné. Qu'ils éduquent les membres de leur parti et les membres vont retourner cette éducation dans les familles et le tout est joué. Merci beaucoup à vous, Prosper Vondianko. Nous allons aborder notre deuxième sujet, menace sur la vie de l'ancien président Boni Yayi. Le 26 février dernier, les responsables et députés donc du parti de l'opposition, les démocrates, ont donné de la voix. Ils ont alerté donc l'opinion publique sur des indices persistants, sur des menaces donc sur la vie de l'ancien président Boni Yayi. Qui en veut à la vie de Boni Yayi? Je pourrais vous faire cette question, cette ancienne TV. C'est au conférencier de nous le dire. Parce que tout serait parti d'une note vocale que l'ancien président de la République, le docteur Boni Yayi, aurait reçue, qui menacerait sa vie. Mais bon, jusque-là, je ne sais pas pour vous, je n'ai pas écouté le contenu de l'audio. Donc, c'est aux personnes qui en parlent qui devraient nous dire qui est-ce qui en veut à la vie de l'ancien chef de l'État. Bon, maintenant, pour ce qui est de la méthode utilisée par les démocrates pour faire savoir leurs inquiétudes par rapport à la vie de celui qui est un des premiers des leurs, je trouve que, bon, elle est bien, mais il y a des méthodes encore plus légales pour pouvoir le faire. Il y a des institutions dans notre pays, il y a des démembrements aujourd'hui dans notre pays. Vous pouvez simplement, si vous sentez que votre vie est attentée, porter plainte contre la personne qui a fait cela, afin que la justice puisse faire son travail, à moins que vous n'ayez pas confiance en la justice de votre pays. Maintenant, pour ce qui est de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, bon, je n'ai pas écouté l'audio, mais je leur fais foi. J'estime que c'est vrai, mais je dis qu'on aurait pu passer par un autre canal pour gérer ça. Le médiatiser de cette sorte, j'ai comme l'impression qu'on est en train d'attirer le regard, les projections, la lumière sur soi. Pourquoi? Ils nous le diront également. Très bien. Prosper. Ouais, je veux pas dire que Yayi Boni est une victime éternelle, mais c'est pas la première fois qu'on entend ces choses sur sa personne, qu'on voulait attenter à sa vie. Il y a un an, il y avait déjà. Voilà. Et au-delà de ça, quand il était encore au pouvoir, il y avait ce dossier de tentative d'empoisonnement qui avait fait la une des médias de tout le monde entier, d'abord dans presque toutes les langues du monde, que voilà, on voulait attenter à sa vie quand il était encore au pouvoir. Donc, un président de la République au pouvoir, à qui on aurait voulu attenter à sa vie, c'est pas quand il est devenu citoyen comme vous et moi que les menaces vont cesser, je suppose. Mais ce que je retiens, c'est que dans le monde entier, pas au Bénin, partout au monde, les partis de l'opposition ont toujours un sujet pour se faire victimiser, ont toujours quelque chose pour se faire voir, pour qu'on braque les projecteurs sur eux. J'ai toujours constaté ça. Les partis politiques de l'opposition dans le monde entier sont toujours victimes de quelque chose. Je ne me trompe pas en disant que Yayi Boni l'ancien président est membre du Parti des démocrates. Tout à fait, il est le président. Voilà, donc il est de l'opposition. Et donc, quand un membre de l'opposition, je n'ai pas dit que c'est faux, ce qui arrive, je n'ai pas non plus dit que c'est vrai parce que je n'ai aucune preuve, je n'ai aucune raison de dire que c'est vrai ou c'est faux. Mais j'ai l'impression que quand on est de l'opposition, on a toujours un sujet pour penser que quelque chose
est contre soi. Donc les partis de l'opposition sont dans l'éternelle victimisation. Ils ont toujours quelque chose contre eux. Et moi, ça me gêne. Mais en vouloir à la vie de Boni Yayi? Voilà, c'est la question. Et la réponse, vous ne pourrez pas l'avoir ici, je suis convaincu. Mais là, les derniers événements nous ont montré qu'un message sur les réseaux sociaux, on peut épingler son auteur. On nous parle d'un audio qu'il aurait reçu, aussi ça. Le débat ne devait pas être aussi national que ça, parce qu'on pourrait toucher celui qui a envoyé ce message. La guerre contre les cybercriminels, on sait tous comment ils ont été traqués jusqu'à savoir d'où vient tel ou tel message, quel jour ça a été envoyé et par qui. Aujourd'hui, vous êtes administrateur d'un groupe WhatsApp, un message comme ça arrive dedans, tranquille chez vous, on vient vous chercher, parce que vous n'avez pu rien faire pour empêcher la propagation d'un message dans un groupe dont vous êtes administrateur. Donc, je pense, la police républicaine est mieux équipée. Voilà, donc je pense qu'on aurait dû tout faire pour traquer la personne et voir quelles sont ses intentions de vouloir attenter à la vie d'un citoyen, qui plus est un ancien chef d'État. Donc, que de nationaliser le sujet, de penser que, bon, on en veut aux opposants, on en veut à Boni Yayi, ancien président. Je pense que non, on aurait dû chercher la personne qui a envoyé le message ou les preuves que les gens ont de ce qu'on veut vraiment porter atteinte à la vie du chef de l'État, qu'on sorte les preuves et qu'on aille. Je ne pense pas qu'on devrait nationaliser ce débat, continuer par polémiquer autour. Veut prendre à témoin l'opinion publique. J'ai commencé par dire que les partis d'opposition dans le monde entier sont dans l'éternelle victimisation. Donc je ne suis pas étonné qu'on veuille prendre le peuple à témoin. Mais pour moi, le débat n'aurait pas dû en arriver là. On aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux, passer par les canaux connus, impliquer la police pour arrêter la personne qui a... Parce que ce n'est pas plusieurs voix. C'est une voix qui a rédigé le message vocal envoyé à quelqu'un. C'est le message de la voix de quelqu'un. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut prendre cette personne. Le message est passé par quelque part pour arriver. Et donc, facilement, on prend la personne et la personne vient avouer ses intentions publiquement. Voilà pourquoi j'ai pensé à telle chose. Sinon que si on n'est pas arrivé là, pour moi, c'est que bon, l'opposition dans la victimisation, c'est presque connu. Très bien. Abel Dako. Je me suis posé toute une kyrielle de questions. Est-ce qu'on parle bien d'un ancien président de la République? Première question, est-ce qu'on parle bien de Boni Yayi? Deuxième question, est-ce qu'un Quidam peut envoyer un message, même si aujourd'hui Boni Yayi est un ancien président, donc une ancienne institution de ce pays? Voilà autant de questions que je me suis posées. Et je me suis dit, comme mes confrères l'ont si bien démontré, si c'est le cas, parce que c'est possible, si c'est le cas, est-ce que c'est la méthode, c'est la meilleure méthode que les démocrates ont choisi pour poser le problème? Certes. Peut-être que pour eux, c'est la meilleure, c'est la voie appropriée. Certes, ils veulent prendre à témoin l'opinion nationale et l'opinion internationale, c'est bien. Mais si je devrais, qui suis-je pour leur donner de conseils, mais si je devrais leur proposer de pistes, c'est que de plaintes formelles soient déposées. Parce que, et je le dis par expérience, le Bénin est suffisamment, ou le Bénin s'est suffisamment donné de moyens pour qu'aujourd'hui, même si vous avez envoyé le message de n'importe où et que vous avez même pris les dispositions les plus inouïes pour que l'on ne vous détecte, non. Vous êtes détectable. Vous êtes détectable. Et donc, que les démocrates formulent régulièrement une plainte et qu'ils déposent, ça va pas être, on va pas faire de demi-mesure. Enfin, le gouvernement ne fera pas de demi-mesure. Celui qui a envoyé le message pourrait être identifié. Les commanditaires pourront être identifiés et puis la justice fera son travail. J'ai assez d'estime pour l'ancien président de la République, j'ai assez d'estime pour les démocrates parce que je trouve quand même qu'ils animent très bien la vie politique béninoise, mais j'ai quelque chose contre leur démarche, j'ai quelque chose contre la manière dont tout se passe. Est-ce qu'on ne peut pas faire confiance en la justice de notre pays? Je pense qu'on peut le faire. Le gouvernement a donné suffisamment de gailles pour démontrer que quand vous tombez dedans, c'est comme l'a dit Apollinaire Agbazaou dans son œuvre intitulée Le Gon a bégayé. Si c'est l'épouse, tant mieux. Si c'est l'enfant, c'est tant pis.
Très bien. Je reste avec vous quand même, avec Dako. Est-ce que le parti Les Démocrates a bien choisi son temps? Parce que pour certains observateurs, le temps choisi, vous savez, nous sommes dans une année préélectorale, bientôt les élections générales. Est-ce que c'est un nouveau sujet pour pouvoir permettre aux gens de s'y attarder en attendant de trouver d'autres moyens pour mieux animer la vie politique? Chacun a sa méthode. Et nous parlons des démocrates, et vous savez très bien et je dis que tous les moyens sont bons pour atteindre les objectifs. Oui. Est-ce une stratégie politique? C'est une stratégie politique. Au-delà de tout ce que l'on peut penser, j'estime que c'est une stratégie politique. Et il l'a dit, ce dont nous parlons, c'est des gens qui sont très, très habitués à la victimisation et donc c'est également une stratégie qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir, comme vous l'avez dit, pour captiver, si vous voulez, l'attention. En même temps, l'attention donc du peuple béninois. C'est peut-être sérieux. Hein? C'est peut-être sérieux. Attention, nous ne banalisons pas ce dont il est question. C'est pourquoi on a commencé par dire qu'ils auraient pu. Et j'ai dit, si je devrais être de conseiller du parti circonstanciel ou je devrais être chargé de la communication de ce parti politique-là, j'allais souffler à l'oreille du boss, de l'ancien président Boni Yayi, que, attention, on pouvait faire autrement. Parce que ce serait bien que ce soit la justice qui fasse une conférence de presse ou qu'on nous dise que ce soit la justice qui annonce que, attention, l'ancien président est menacé au quotidien parce que il y a des audios, des messages qui sont envoyés sur ces numéros quotidiennement pour mettre en péril sa vie. Il y a un an, vous permettez, Prosper, il y a un an, le porte-parole du gouvernement estimait que c'était pour occuper les Béninois à autre chose, et donc l'opposition, le parti Les Démocrates, propose quelque chose pour les retenir. Est-ce qu'on est toujours dans cette actualité-là? On pourrait dire visiblement oui. Mais moi, je le porte foi. Et j'ai envie de croire, et je le crois, que c'est vrai. Mais pourquoi on doit percevoir cela comme étant une stratégie politique? Pourquoi? Parce que tout démontre que c'est le cas. Regardez un peu plus tôt, avant même cette affaire. Il y a eu l'affaire d'interdiction de manifestations, etc. Ça n'a pas porté fruit. Je dis ça n'a pas porté fruit. Et bim, il y a celle-ci qui arrive. Et on l'étale. Alors que dans la méthode, dans la démarche, la justice devait venir d'abord. Et pour renchérir les choses, un peu comme pour mettre le peuple à témoin, les partis, les démocrates viendraient ensuite et dire, ben voilà, vous avez entendu dire, la justice a présenté telle affaire, nous mettons le peuple à témoin, etc., etc., etc. Mais venir comme ça, sans entamer la procédure judiciaire, ça n'est pas bien. Maintenant, pour revenir à votre question, et si c'est le cas vraiment qu'ils souhaitent occuper les Béninois par rapport à tout ce qui a rapport à la politique et tout le reste, mais qu'ils organisent des choses qui sont totalement je dirais, légal vis-à-vis de l'animation de la vie politique, que cela puisse se faire. Mais faire de la victimisation, trouver des sujets ou j'ai presque eu envie de dire canular, et dire que ce sont de telles choses qui arrivent sans en donner la preuve, cela jette du discrédit sur eux-mêmes. Très bien. 10 secondes. Oui. L'opinion nationale et internationale ne constitue pas la justice. Et vous devez être d'accord avec moi que quand quelque chose vous arrive, quand vous avez l'impression que votre vie est en danger, ce n'est pas une conférence de presse que vous organisez, ce n'est pas un point de presse que vous organisez. C'est une plainte que vous formulez, que vous déposez à la justice de votre pays, qui est garante, qui doit protéger tout le monde pour vous protéger. Ça montre déjà à quel point il y a une intention derrière l'acte posé. Vous avez l'impression que vous êtes en danger et vous venez faire une conférence de presse comme si le peuple peut vous protéger, comme si l'opinion peut vous protéger. Donc déjà, ça montre que oui, on veut vraiment occuper les Béninois. Moi, je conseillerais aux gens, ce n'est pas quand même aux démocrates qu'on va donner ces conseils pour dire allez à la justice, vous plaindre parce que vous avez l'impression que vous êtes en danger. Ce sont des personnes averties, ce sont des personnes connues, ce sont des personnes qui sont des matières grises du pays, en quelque sorte. Donc, quand vous êtes en danger, vous connaissez la voie à suivre. Ce n'est pas une conférence de presse, ce n'est pas un point de presse.
vous allez porter plainte parce que vous avez reçu un message qui met votre vie en danger. La procédure a montré que il n'y a pas de sérieux derrière l'acte. Non, ne nous leurrons pas. Et j'ai la ferme conviction, et comme il l'a dit, je crois fermement en la matière grise, je lui emprunte l'expression, des membres composants du parti Les Démocrates. Quand on a été de ce côté aussi, et quand on se retrouve de l'autre côté aujourd'hui, et quand on regarde en face de soi la façon dont ça se passe, je ne pense pas qu'ils puissent dire qu'ils n'ont pas confiance en la justice de ce pays-là. Le dire, franchement, de mon point de vue, ça va être un peu exagéré, quoi. Merci beaucoup, chers confrères. On va aborder, on est en train d'aborder la dernière manche de cette rubrique, l'hebdo des éditorialistes, avec notre troisième sujet, notre troisième et dernier sujet, le nouveau code. Ça nous concerne, chers confrères. Le nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias. 25 ans après, il y a une actualisation du code de 1999 avec 7 nouveaux articles. Nous avons un certain nombre de choses qui ont été intégrées, comme le développement, l'essor un peu des médias en ligne, prospère, vous dire encore, l'actualisation est la bienvenue. Si on a touché la Constitution après plus de 20 ans, de 90 à 2019, si on a touché la Constitution, parce qu'on a vu que le monde a évolué, il faut intégrer de nouvelles choses, il faut revoir certaines choses. Ce n'est pas le code de déontologie qui va rester le même pendant tout un siècle. Donc, les choses ont évolué. La presse d'aujourd'hui, c'est pas la presse d'hier. Il y a de nouvelles technologies qui sont rentrées en jeu. Il y a de nouveaux formats de faire la presse qui sont arrivés. Il y a les canaux digitaux, les réseaux sociaux, tout ça, aujourd'hui, qu'on implique dans la presse de façon générale. Donc, évidemment, quand il y a une autre façon de faire, il faut adapter les statuts et règlements entre parenthèses, les tests en vigueur, avec l'évolution. Voilà, il faut les orienter avec l'évolution que nous voyons aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est juste ce qui est fait, c'est logique. On a évolué, il faut évoluer avec les choses. La presse d'hier n'est pas la presse d'aujourd'hui. Donc, le code de déontologie et de l'éthique d'hier ne peut plus continuer à être celui d'aujourd'hui. Quand vous prenez, par exemple, les médias en ligne, il y a 25 ans, ces médias n'existaient pas. Les web télé, les web radios, tout ce que vous avez aujourd'hui n'existait pas. Donc, aujourd'hui, est-ce que le code d'hier avait prévu leur fonctionnement, comment il faut les recadrer, comment il faut les suivre, comment il faut les sanctionner, est-ce que tout ça là était prévu dans l'ancien? Non. Donc, on a évolué. Il faut évoluer avec. Le code est venu. Je suis sûr que quand vous parcourez l'intégralité, vous allez voir que ces nouveaux médias sont pris en compte dans le nouveau document. Et justement, les confrères, vous avez parcouru un peu le nouveau code. Oui. Les innovations pour vous, cette ancienne Artémis. Des innovations, notamment au niveau de pouvoir avoir un comité désormais au niveau des rédactions qui doit du moins vérifier la véracité, vérifier la conformité avec la déontologie et l'éthique avant que chaque information ne puisse être diffusée, faire en sorte également que, au-delà de tout, au-delà même de la volonté personnelle du journaliste, au-delà même de sa personne et tout le reste, qu'il puisse impérativement être fidèle aux faits et ne dire que la vérité. J'ai comme l'impression que, en gros, ce code œuvre beaucoup plus pour que les fake news, comme on les appelle, les mauvaises informations puissent quitter définitivement le cercle du journalisme et des médias dans notre pays. Et je trouve que cela est bien. On l'a réadapté au numérique qui est du notre ère, le troisième millénaire. Nous sommes en plein 21e siècle, on parle de génération 3.2 et tout le reste. Et cela a été réadapté, c'est super bien. Mais au-delà de tout cela que vous avez des attentes non comblées? Attentes non comblées, non. Les attentes par rapport au nouveau code, pour moi, mes attentes ont été comblées. La chose que je n'attendais pas et que j'entrevois à travers ce code, c'est une sorte de muselage pardon, je suis franc, c'est une sorte de muselage un peu de la presse parce que on a mis tellement de garde-fous que, attention, il faut faire super attention, sinon
nos prisons risquent d'être davantage remplies de journalistes. Vous savez que l'ODEM, c'est le tribunal des pairs, et donc, pour nous permettre de mieux exercer, certainement, il y a le genre et l'inclusion, c'est intégré également dans le nouveau code Abel Dacko. Oui, c'est important parce que de plus en plus, il faut en tenir compte si on veut être au point de l'actualité. Au point de l'actualité, c'est-à-dire évoluer avec le temps, évoluer avec les exigences du temps. Et cela dit, Romuald, tu me permettras de revenir sur les propos de cet Athémie. Attention, c'est André Beuvre, l'ancien directeur du journal Le Monde, qui dit, je le cite, le journalisme n'est pas réservé à des cancres de ceux qui ont fini d'user le fond de leur culotte sur les bancs d'amphithéâtre. Fin de citation. De plus en plus, vous savez, vous voudrez bien m'en excuser, les téléspectateurs, les confrères qui me suivent, m'en excusent. Attention, vous savez que donc dans nos rangs, il y a de plus en plus des gens qui viennent dans le job, dans le métier, dans la profession, en attendant. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas, il faut mettre les garde-fous. Souvenez-vous de cette actualité ou de ces actualités-là. Malheureusement, dans nos rangs, je voudrais prendre la fourchette de ces 5 dernières années. Vous vous rappelez malheureusement de cette situation-là où de jeunes confrères se sont retrouvés à la prison civile de Cotonou, etc., etc. Et j'aime bien ce travail qui a été fait par nos pairs et par les institutions qui nous coiffent. Je voudrais inviter chacun à lire un peu plus le glossaire et les nouveaux articles. Il y a des thèmes tels que la malinformation, la mauvaise information. Il faut faire le distinguo entre ces éléments-là. Ces 2 éléments, pour ne citer que ceux-là, c'est très important. Aujourd'hui, de plus en plus, nous avons dans le métier, et vous ne me direz pas le contraire, avec les stagiaires que vous recevez, avec de jeunes confrères avec qui vous travaillez, vous avez des gens, quand ils s'expriment, quand ils mènent de débats, quand ils réfléchissent, vous vous demandez, bon, est-ce qu'ils ont pris véritablement par les couloirs qu'il faut? Quand je parle de couloirs, c'est l'école, c'est les formations, etc., etc., pour en arriver là, où c'est des recommandations. Je ne jette de l'opprobre sur personne, mais c'était nécessaire c'est nécessaire donc de revoir le code en intégrant donc ces balises. Ces balises, moi je trouve plutôt que ce sont de balises pour que demain nul ne puisse se dire ignorant donc de l'existence de ces garde-fous pour que on ne puisse tomber dans les travers et se retrouver en prison. Soit vous faites le job, soit et bien. Attention, et bien parce que une information que vous divulguez, et le code est revenu largement là-dessus, de la collecte de l'information jusqu'à sa diffusion en passant par la vérification, le traitement et autres. Et donc, c'est très important. Très bien. Et c'est ce qui démarque d'ailleurs les journalistes parce que nous avons tout de même 3 étapes que nous respectons, la collecte, le traitement et la diffusion. Alors qu'il y a d'autres qui sont dans la collecte et dans la diffusion. Et dans la diffusion. Ils sautent parce que le traitement... Il y en a même qui ne collectent pas, qui sont dans la diffusion. Parce que quand je dis collecter, quand vous parlez... C'est vrai. Oui, il y en a qui ne sont même pas dans la collecte, qui sont dans la diffusion. Parce que quand vous arrivez, je donne un exemple à tout hasard, quand vous arrivez sur un lieu où on parle d'un accident de la circulation et que vous prenez votre téléphone, vous filmez, vous envoyez, vous n'avez pas collecté, vous avez diffusé. Et vous ne savez pas de quoi il s'agit même vous-même. Parce que la collecte déjà vous met dans le bain. En collectant l'information, vous avez déjà une idée de ce que vous faites. Mais quelqu'un qui vient sur un lieu d'accident, il voit quelqu'un qui est par terre, est-ce qu'il est mort, il ne sait pas, est-ce qu'il est blessé, quel est le problème qu'il a, il ne sait pas. Et d'envoyer pour dire que quelque chose, c'est pas. Lui-même, il s'est même pas rendu compte. Vous voyez? On met de fausses légendes. Voilà. Donc, il y a la mésinformation, la malinformation, la désinformation qu'on retrouve dans le rang des professionnels des médias. C'est pas une bonne chose. Donc, il faut cadrer tout ça. Je pense que il y a le code du numérique, il y a des choses dedans nous devons maîtriser. Il y a le code de la communication. Il y a pas mal de choses, je pense, le code de l'information, le code du numérique, qui sont des documents pas forcément propres uniquement qu'aux journalistes, mais que les journalistes doivent maîtriser. Et si on n'intègre pas des données dans le nouveau code de déontologie, on ne va pas régler le problème. Donc, je pense que nous sommes à une époque où le journalisme a évolué de plusieurs niveaux. On est passé, peut-être, si je dois parler en termes de chiffres, on est passé de 1 à 10. On a évolué très rapidement,
où il faut intégrer forcément des choses. Le journalisme aujourd'hui, numériquement parlant, on est dépassé parfois même et il faut faire avec. Et pour faire avec, il faut adapter des mesures pour que le tribunal des pairs n'ait pas du mal à travailler. Si vous n'avez pas de documents, pas de directive, vous ne pouvez pas sanctionner avec la main ferme. Je pense que c'est certainement dans cette logique qu'on a dû retoucher le code pour pouvoir bien faire le travail avec les nouveaux médias qui sont arrivés. Et il faut un bon usage, bien évidemment, de ce code. Il faut la vulgarisation. C'est vrai que le code est actuellement en impression, mais le fichier numérique est disponible et ce fichier ça que vous avez d'ailleurs, bien sûr. Que nous avons lu d'ailleurs. Voilà, très bien. Mesdames et messieurs, c'est fini pour nos échanges. Merci beaucoup, Seth Atemi. Vous êtes journaliste indépendant. Merci à vous, Abel Dako. Vous êtes donc journaliste également. Vous êtes correspondant de FM Liberté. Prosper Bonjonko, vous êtes professionnel des médias. Vous êtes donc journaliste à Radio Cap FM. Bien sûr. Merci pour la disponibilité, chers confrères. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est fini pour ce numéro de votre rubrique l'hebdo des éditorialistes. On va se retrouver dimanche prochain, mais vous savez que vous restez connectés à nos différents canaux digitaux. Vous avez notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet www.etélébenin.com, sans oublier notre page Facebook et notre compte Ins. Voilà, à très bientôt.